millions. Oui. C'est comme on dit un bateau, et non pas une bateau. Tout à fait. Attends un petit peu, bouge pas, souris. On ne voit pas, hein, mais moi, je te vois. Comme une remorque et non pas un remorque. Donc là, j'ai mes plans. On est prêt pour une tasse de tech. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on dit un jour, mais on dit une journée. On peut dire les deux. Oh. Un n'empêche pas l'autre. Est-ce que je suis pas... Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Parce qu'on part. Partons. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une tasse de tech, 3e épisode de la saison 2. 1, 2, 3. On se sent comme des professionnels. Oui, oui. Puis moi, je fais toujours le signe des doigts. Bon point. En direct, comme à chaque fois, du Café Osmo de la Maison Natman à Montréal, un incubateur de start-up qui, dans le fond, campe un peu le contexte de notre podcast plus ou moins hebdomadaire. On en saute de temps en temps. Plus ou moins, oui. Là, Il y a des semaines où on prend congé. On garde le cap. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui de start-up, mais on n'a pas, contrairement aux autres semaines dernières, on n'a pas d'invité cette semaine. C'est toi notre invité. Je suis mon propre invité et Martin va être mon intervieweur parce qu'il n'arrive pas. Écoute, il faut le faire des fois quand même. Pour parler d'un sujet chaud qui crée beaucoup de confusion chez les gens, la compagnie chinoise Huawei. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi on veut pas, pourquoi on veut. C'est très hypothétique et tout ça. On va faire le tour de la question dans quelques instants. On va avoir aussi un petit nouveau qui ne paraît pas comme ça, mais qui était annoncé plutôt cette semaine. Une des 8 annonces de la semaine d'Apple, en fait, le iPad mini version 2019. En rose gold. Et là, on l'a en rose doré qui, et là, je tiens un pencil dans les mains parce que c'est essentiellement, là, physiquement, c'est la grosse nouveauté. C'est qu'on peut maintenant gribouiller dessus avec le stylet d'Apple. Et comme à chaque semaine, bien sûr, Martin Dufort, tu as des actualités pour nous. Oui. Alors, sans plus tarder... On y va. Puis on peut voir en arrière-plan qu'on est effectivement commandité par... Oh, oui, si vous regardez, nous sommes à la Maison Natman. C'est bien, ils ont fait du placement. Et Maison Natman et la Banque nationale sont nos partenaires dans le projet. Donc, on ne peut pas manquer ça, c'est écrit dans l'écran. Dans cet interlude, qu'on le sait. Et là, j'ai mis mes lunettes de Joe gros 90. plan sur l'actualité. Alors, Martin, première actualité. On parle de Airbnb qui s'en vient en bourse bientôt. Hein, ça va être un truc chaud à suivre. Ça va être un truc chaud. A fait l'acquisition d'ailleurs d'une plateforme qui s'appelle Hotel Tonight. C'était déjà une rumeur depuis quelques semaines. Là, c'est confirmé. C'est confirmé. Fait que Airbnb, Alain, a annoncé leur intention d'acquérir le service Hotel Tonight afin d'augmenter leur offre de service, qui est une offre de service de voyage bout en bout. T'sais, ils veulent être capables de t'offrir le transport, l'hébergement, etc. Okay. Donc, ils essaient d'augmenter leur offre de service. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le service Hotel Tonight, c'est quand même assez intéressant. C'est un service qui permettait de réserver des chambres d'hôtel à la dernière minute. Donc, les hôtels boutiques, les hôtels indépendants avaient des blocs de chambres qui n'étaient pas réservés pour ce soir. Fait que ce que Hotel Tonight faisait, il était en partnership avec eux et il permettait aux gens de réserver la chambre qui, dans certains cas, n'aurait pas été utilisée à un escompte là, quand même assez intéressant. Okay. Donc, ils ont été capables de signer plusieurs hôtels boutiques et indépendants pour faire ça. Puis ils sont tombés un peu dans la mire de Airbnb parce que, comme tu l'as dit, Airbnb va potentiellement passer en bourse là, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Oui, puis ils ont besoin de prouver qu'ils peuvent aller chercher de la croissance ailleurs que dans leur marché. Exact. Appelons ça organique, là, donc ce qui crée justement des occasions d'acquisition comme celle-là. Exact. Donc, réseau Airbnb, pour ton information, Alain possède plus de 6 millions d'endroits dans son répertoire. C'est quand même 6 millions. 6 millions d'endroits. Et aujourd'hui, possède plus de 400 000 compagnies qui utilisent le service afin de mieux gérer leurs besoins en déplacement d'affaires. Fait qu'il y a des compagnies qui utilisent Airbnb au lieu de louer des hôtels pour dire, ben, OK, moi, je m'en vais à telle place pendant 3 jours, on amène l'équipe, puis on va faire un off-site, etc. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui l'utilisent. Hotel Tonight a été fondé en 2010 et avait une valeur boursière d'à peu près 400 millions de dollars. Okay. Si tu regardes, par exemple, Airbnb, eux, ont une valeur à ce jour de 31 milliards. Depuis leur dernière ronde de financement. Oui. Donc, le président, le PDG, cofondateur de Airbnb, Sam Shank, n'a pas dévoilé le coût de cette acquisition, mais a indiqué, ce qui est drôle quand même, Sam Shank, c'est le PDG cofondateur de Airbnb, de Hotel Tonight. Il a indiqué que l'application et le site web continueraient à fonctionner de façon indépendante. Ah bon? Mais pour combien de temps? Oui, puis même si ce n'est pas en argent sonnant, probablement que quelques actions d'Airbnb, juste à la veille d'une entrée en bourse, qui pourraient bien fonctionner en fait.
Ça va être un bon incitatif à laisser aller une compagnie comme celle-là. Mais tu sais, quand moi je lis, on va fonctionner de façon indépendante. On a aussi entendu ça pour Instagram, pour WhatsApp, pour un paquet d'autres compagnies qui ont été avalées avec. C'est un classique. Alors, on ne sait pas trop combien de temps que ça va fonctionner de façon indépendante. On va suivre ça de près. Mais je pense que l'acquisition, comme tu le disais, c'est vraiment pour diversifier le service d'Airbnb. Puis c'est vraiment un pas de plus vers la rentrée en bourse. Ben, tu sais, Airbnb, c'est un Uber du logement. On peut imaginer qu'ils vont justement essayer d'aller plus large dans tout ce qui est le locatif de court terme, puis que ça va affecter un paquet de services, là, tu sais, les Expedia de ce monde, tout ça va bientôt avoir de la concurrence. Ça va s'intégrer, là, c'est sûr, ça va créer du mouvement. La dernière fois qu'on a fait une tasse de tech, on a reçu Sam Vermette de l'appli de Transit. C'était pas lui qui nous avait parlé de ça, mais il nous avait quand même parlé un peu de ville intelligente et tout ça, puis ça avait été intéressant, parce qu'il nous avait parlé beaucoup de ce qui est comme un peu des buzzwords. Et la semaine d'avant, on avait démoli un autre buzzword qui est celui de la réalité augmentée, réalité virtuelle, avec les gens de Ludia. Et ça n'empêche pas quand même les grands fabricants de croire toujours beaucoup dans ces technologies-là. Dans le cas de la réalité virtuelle, c'est Sony qui se lance avec un casque de réalité virtuelle sans fil. Est-ce que c'est un casque autonome ou c'est un truc comme Oculus ou c'est un truc qui se branche sur Windows comme le veut Microsoft? En réalité, c'est ça qui est la différence. Puis en faisant ma recherche, Alain, j'ai vu le Oculus Quest, pour lequel on avait déjà parlé. C'est un casque autonome. Donc, l'ensemble de la quincaillerie, l'hardware, les écrans et à même le casque. Pour le cas du casque de réalité augmentée PlayStation VR, lui, il se branche à la console, il se branche au PlayStation et il se branche via un gros câble parce qu'il faut faire passer un ensemble d'éléments, notamment le signal audio, le signal vidéo, l'alimentation électrique, la position du casque, tu regardes à gauche, à droite pour changer le visuel. Alors, ce qu'on voit dans la demande de brevet, c'est que Sony tente de couper le câble et que le casque soit vraiment sans fil, mais que la quincaillerie reste quand même sur la console. Sans fil, on parle de quel genre de sans fil? Du Wi-Fi? Exact. Alors, ce que le brevet disait et ce que j'ai lu, c'est qu'en ce moment, il y a tellement un énorme volume de données qui est transmis entre le casque et la console qu'une connexion Wi-Fi qu'on connaît aujourd'hui ne serait pas assez puissante. Ben non, puis la latence et tout ça, c'est exact. Critique, là. Fait que le brevet suggère l'utilisation d'un sans fil de 60 GHz, surnommé ce que tu connais le WiGig. Wow! Et il serait couplé aussi avec un signal Wi-Fi de 5 GHz, c'est le signal qu'on a à la maison, afin de mieux envoyer les informations. Donc, Sony est en train d'aller de l'avant avec un casque sans fil, mais qui utiliserait la nouvelle technologie Wi-Fi qui n'est pas encore sur le marché. Wi-Fi 6, oui, pour bien le dire, effectivement. Donc, c'est intéressant, sauf que je pense qu'on a déjà vu d'autres demande de dépôt de brevet, puis il n'y avait pas vraiment de produit au bout de ligne. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début de la saison 1 de la tasse de tech, on avait IBM qui avait déposé un brevet pour la livraison autonome de café par drone, un truc complètement farfelu. Oui, des choses comme ça, on en voit plein. Là. Exact. Fait que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une demande de brevet qu'il y a nécessairement un produit, mais bon, ça serait à regarder. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Sony pousse encore sur le marché de la réalité virtuelle. Ben, ils ont eu un certain succès, si on veut, avec le PlayStation VR. Est-ce qu'on pourrait aller à l'étape suivante et le faire sans fil? Je sais que c'est chez HTC qu'il y a le Vive. Oui. Eux, ils espèrent beaucoup que la 5G, les réseaux 5G, vont permettre de faire de la réalité virtuelle sans fil, mais vraiment autonome à même le casque, à cause de cette fameuse latence de 10-12 millisecondes promise là, par ces réseaux-là. Ça reste l'enjeu parce que la réalité virtuelle, c'est bien, mais le gros élément là-dedans, ça va être les environnements virtuels style le jeu vidéo. Ouais. Puis là, si on perd une fraction de seconde dans un jeu où la réaction est importante, ben, ça va tuer le marché. Ça va être intéressant de voir la suite. Et c'est sûr que Sony avec la PlayStation a une réflexion associée aux jeux vidéo dans cet environnement-là. Surtout que là, Sony, puis on n'en parle pas dans les actus, mais Sony se fait chauffer un peu les fesses avec Stadia qui a été annoncé à la Gamers Developer Conference. En nuage de Google. Ouais. Le jeu vidéo, d'ailleurs, il va falloir revenir sur Stadia, il va falloir qu'on en parle parce que ça va être super intéressant de voir l'évolution du jeu vidéo. Maintenant que Google est un gros joueur, ça a fait planter Sony en bourse. Ça a fait aussi, je pense que Nintendo a baissé en bourse hier quand ça a été annoncé. Donc, il y a des attentes très élevées. On va suivre ça. Parlant d'entreprises qui dérangent d'autres entreprises, Netflix
va se faire chatouiller cette année, on le sait. Hein, Apple, on va le savoir la semaine prochaine, là, elle planche sur un service vidéo à la demande un peu à la Netflix. Ouais. Disney s'en vient, il y en a plein d'autres. Et puis, ce qu'on a appris, là, c'est que Netflix ne sera pas du forfait tout inclus d'Apple. Pas nous. C'est un peu prévisible. C'est dommage parce que ça va coûter plus cher pour tout le monde, mais c'est un peu prévisible. C'est prévisible parce qu'en 2016, lorsqu'Apple avait lancé l'application TV, Netflix avait décidé de passer outre puis de ne pas faire partie de ce nouveau service. On peut peut-être comprendre aussi, Netflix a aussi arrêté de vendre des abonnements à son service via le App Store parce qu'il voulait conserver le fameux 30 le fameux 30 de commission pour elle-même. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que le CEO de Netflix, M. Reed Hastings, il a dit non, nous, on ne fera pas partie des partenaires d'Apple pour cette nouvelle offre. Nous, on est très bien positionnés en ce moment, on n'a pas besoin de personne d'autre. On est le leader du marché. On n'a pas vraiment peur d'Amazon Prime Video, Hulu, Obo, Showtime, etc. Donc, ça va être intéressant de voir ça va être qui ces partenaires-là parce que, comme tu l'as dit, Apple va faire son annonce le 25 mars prochain à 10h de Californie d'un nouveau service de télé en ligne, c'est ce qu'on pense, ainsi qu'un nouveau service de nouvelles dont on apprend hier ou aujourd'hui que le Wall Street Journal va faire partie. Donc, le Wall Street Journal va faire partie du nouveau service de nouvelles. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va payer. Est-ce que c'est un abonnement par mois, puis on va avoir accès au Wall Street Journal aussi. Ah oui. Donc, c'est pas nécessairement la nouvelle vidéo, c'est pas une chaîne de nouvelles en continu. C'est pas un CNN d'Apple. Non, exact. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle écrite. Puis, il va aussi le service de télé en direct. Ça va être intéressant de suivre. Les analystes, quand on leur parle, les gens qui suivent vraiment l'action en bourse et tout ça, disent que Netflix a une grosse avance en termes de contenu original, puis que c'est là-dessus que ça va jouer et que c'est très difficile d'aller concurrencer autrement qu'en ayant le même genre de budget dans la production originale, puis Apple n'est pas là du tout. Il y a peut-être 1 milliard en production, ils ont certaines ententes. Pour mettre tes chiffres en contexte, Netflix se dit pas une compagnie de technologie, mais plutôt une compagnie de contenu qui a une portion technologique. Et en termes de chiffres, Netflix dépense 1,2 milliard par an en technologie, mais 10 milliards par an en création de contenu. En contenu, c'est ça la clé. Fait que c'est ça la différence. Ouais, ça va être intéressant de suivre ça, parce qu'ultimement, évidemment, ce sont les internautes qui vont décider quel service domine. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent des gestionnaires de portefeuille, des choses comme ça, qui rêveraient de voir Apple faire une transaction du genre acheter Netflix, créer une espèce de partenariat avec Disney ou créer une espèce de super géant de la techno et de la distribution vidéo. Ça fait spéculer beaucoup, mais les chances que ça arrive apparaissent de plus en plus minces. Je pense que la facture va être très chère. On verra. Apple a les moyens, on s'entend là-dessus. Ouais. Une compagnie qui a aussi beaucoup de moyens, mais qui apparemment décide de garder les sous dans ses poches. Une compagnie qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est basée en Ontario, qui s'appelle North, qui ont présenté il y a quelques mois, en fait, des verres de réalité augmentée, les fameuses Focals. Une compagnie qui avait, si je me rappelle bien, quelque chose comme 125 millions de dollars en poche en fonds de capital risque. Et là, ils annoncent qu'ils ont coupé 150 employés. Tout à fait. C'est à peu près, c'est quoi? Je pense que c'est comme le tiers de leur... Oui, je pense qu'il y avait comme 400, ils ont 400 employés, puis là, cette coupure-là de 150, donc il y a peut-être un tiers des... Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou c'est juste on restructure parce qu'on est rendu là dans le processus? Si j'épluche un peu ce qui se passe avec ça, la compagnie North, qui anciennement était connue sous le nom de Talmic Labs. Talmic, oui. D'ailleurs, on a parlé lors de l'épisode 17. On a lancé justement une coupure de 150 employés. Donc, North, il faisait quoi? Il commercialisait une lunette à réalité augmentée dont l'image superposée. Donc, c'est quoi la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle? La réalité augmentée, c'est une image qui est superposée à ce que tu vois présentement. Ouais, c'est un peu comme les Google Glass, mais plus subtil en fait, ce qu'ils avaient. Exact. Donc, eux autres, leur lunette qui s'appelait la Focals permettait de projeter des images directement dans la rétine de l'utilisateur. Oui, une espèce de rayon. Exact. Alors, parce que ça prend une précision quand même très, très bonne pour projeter dans la rétine puis pas à côté, tu ne pouvais pas juste acheter ça en ligne, il fallait que tu te présentes dans un point de vente, que tu fasses l'ajustement, il fallait l'ajustement des lunettes et tout. Donc, les lunettes, à cause de tout le processus, les lunettes étaient quand même très, très coûteuses. 1 000 $. Et initialement, c'était 12,99 canadiens. 1 299, oui, voilà. Exact. Fait que pour 1 299 canadiens, tu avais une lunette qui était ajustée à toi. Sans prescription, en passant. Exact. Ouais. Tu pouvais avoir une prescription pour 200 $ de plus. Oui. Mais ça arrivait en deuxième vague parce que la première vague, c'était sans prescription. Exact. Donc, North avait obtenu un financement de 24 millions provenant du Fonds fédéral d'innovation technologique. OK. Donc, du gouvernement fédéral, dont le fonds dont l'enveloppe est de 1,2 milliard. Donc, il avait obtenu ce fonds-là afin d'accélérer l'ouverture des boutiques. Il n'y avait pas le choix.
Et aussi accélérer la recherche et développement. Et il avait promis de l'embauche de plein d'employés. OK. Donc, en janvier dernier, la lunette focale était disponible sur le marché. Je pense qu'à la fin février, ils ont décidé d'abaisser le prix à 7,99 canadiens au lieu de 12,99. Ah, ça a baissé? Oui. Ah. Donc, moi, je pense que ça indique vraiment que le résultat des ventes était médiocre. Il n'y a personne qui achetait ça à 13,99. C'est inaccessible. Il faut aller à Toronto ou à New York pour les essayer. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé les essayer. Les Google Glass, j'en avais commandé parce que je voulais les essayer. Sauf qu'il faut faire 5 heures de route. Il faut aller à Toronto. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça limite un peu l'intérêt. Les gens, j'ai des collègues torontois, des collègues techno, des journalistes techno qui l'ont essayé, qui en ont acheté pour l'essayer. Puis c'est le même problème que les Google Glass, c'est que c'est pas confortable puis ça a l'air fou. Faut se rendre à l'évidence, des lunettes, ça reste un accessoire de mode. Hein, c'est un peu une question de lifestyle. Donc, si on porte quelque chose et qu'on a l'air fou, même si ça nous livre nos alertes, même la lentille. Ben, si tu as l'air fou pour 800$, oui, c'est ça. Je te soumets pas les avoir. Parce que le plan d'affaires, juste là, il y a un problème. Oui, exact. Donc là, il a annoncé qu'il coupait 150 employés sur, comme tu as dit, un total de 400. Et le gouvernement fédéral a mis une pause sur l'investissement qu'il leur avait accordé de 24 millions parce que là, ils disent, nous, on vous avait accordé cet investissement-là pour créer des emplois et tout. Là, vous nous dites que vous en coupez 150. Ça se gâte. Fait que là, on met le pied sur le frein. L'investissement de 24 millions, non, c'est arrêté. Donc là, on ne sait pas trop ce que ça va aller. Ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière ronde d'investisseurs, il y avait le fonds Edgewood Capital, mais il y avait aussi la Montréalaise Innovia qui était là-dedans. Oh, Innovia? Oui. Ah, il faudrait parler avec M. Arsenault pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Exact. Donc, tu sais, Alain, avec un financement arrêté, des ventes au point mort, moi, je me pose une sérieuse question sur l'avenir de... Oh, ça soulève des interrogations. Tu as bien raison, Martin. Oui. Merci. J'ai marqué une pause, Martin, juste un petit instant, parce que je sais que ton +1 s'en vient. Oui. Mais, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir, ce qui s'en vient les prochains instants, c'est extrêmement banal, mais c'est quand même extrêmement le fun. On va ajouter de l'infographie sur l'image pendant que Martin va nous parler de son application, son coup de cœur de la semaine. Oui. Et ça va prendre une seconde parce que c'est tout nouveau pour nous. Et c'est parti. Papa! Et là, on va même... Je pense que je pars à la dernière diapo. Tu vois, comme j'ai bien fait d'avertir les gens. Préparez-vous, c'est un peu un bêta. Alors voilà. Un soft launch, comme on dit en français. Et tadam! On a l'application de la semaine dans le coin en haut à droite. Donc, ou à gauche, dépendamment d'où vous êtes dans l'écran. Et voilà. Mais là, tu vas nous parler, excuse-moi Martin, j'arrête pas de t'interrompre. Vas-y. De Spectre Caméra. C'est quoi? C'est une application, ça? Oui. Alors, mon +1 de la semaine, Spectre Caméra, qui est une application mobile qui prend des photos. Tu sais, quand on laisse l'obturateur ouvert très, très longtemps, ça fait des effets photos quand même assez incroyables. S'il fait assez noir, oui. Exact. Donc, Spectre Caméra utilise une technologie d'intelligence artificielle pour prendre justement des photos, ce que j'ai appelé, moi, à temps d'exposition allongé de façon incroyable. Donc, ce que vous voyez, donc l'application a été développée par les gens qui ont fait aussi l'application mobile pour iOS qui s'appelle Halide, H-A-L-I-D-E, qui est une application vraiment incroyable avec beaucoup de possibilités, beaucoup de fonctionnalités. Là, ils sont venus avec Spectre. Et Spectre, ça fait quoi? Ça permet de faire des photos avec des traînées de lumière comme la nuit, ce qu'on voit les lumières qui bougent. Ah, les effets de mouvement, là. Exact. Des effets de brouillage dans l'eau des rivières. Donc, l'eau des rivières en mouvement. Mais moi, ce que je pense qui est le plus incroyable, c'est vraiment les photos de jour qui sont capables de détecter les objets en mouvement. Donc, l'interface est très simple. Tu as le bouton de sélection de la caméra frontale, la caméra arrière. Tu as une molette qui permet de changer le temps d'exposition. Tu as un senseur qui permet de voir la stabilité du téléphone. Donc, tu tiens ton téléphone, puis aussitôt qu'il est stable, il y a une petite lumière qui s'allume, qui dit « Ah, voici ton téléphone est stable, tu peux prendre la photo. L'interface est vraiment optimisée pour utilisation à une main, si vous êtes droitier, évidemment. Donc, tu peux ajuster le niveau de sensibilité ou le niveau d'exposition d'un simple doigt. Et tu peux aussi, avec la molette en bas à droite, tu peux sélectionner ton temps d'exposition. Donc, soit 3, 5 ou 9 secondes. Ah, intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre une photo à l'heure de pointe. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est une photo à l'heure de pointe mardi passé sur le viaduc de l'autoroute 20. Donc, on voit une masse incroyable de voitures qui circulent. Donc, cette photo-là a été prise avec l'application caméra de Apple. Donc, on voit les voitures et les camions des deux côtés de l'autoroute.
Et ce que je fais, c'est que là, je change et j'utilise Spectre et je prends une photo en mode allongé de 9 secondes. Donc, pendant ce mode-là, l'application prend plus de 100 photos, analyse ceux-ci, enlève les voitures qui bougent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout à coup, l'autoroute est complètement libre. Le rêve de tout banlieusard à l'heure de pointe. Oui, mais c'est une illusion. C'est une illusion, mais c'est incroyable. J'en reviens pas encore. Quand j'ai fait ça, tu vois, à mesure que le vidéo, en réalité, c'est comme un vidéo qui se prend, tu vois les voitures qui disparaissent une après l'autre. Et quand tu as terminé de prendre ta photo en 9 secondes, Spectre sauvegarde cette photo-là en mode live photo. Okay. Donc, comme tu sais, Alain, c'est comme un petit vidéo que tu peux partager avec tes amis. L'effet est vraiment impressionnant. L'effet est vraiment, vraiment impressionnant. Est-ce qu'on peut, parce que là, on peut générer différents effets en prenant surtout dans le cas de, je vais le remettre encore en plein écran. Dans le cas d'une application comme ça qui prend des photos en longue exposition. Oui. Toutes ces voitures-là qui sont sur ta photo originale pourraient juste être des grandes lignes de couleurs pour faire une espèce d'effet de mouvement plutôt que de faire un effet d'autoroute vide. Est-ce qu'on peut jouer? On peut le changer et eux, c'est ce qu'ils appellent le trail lights. Donc, tu peux le mettre en mode automatique. Donc, il détecte si c'est le jour ou le soir. Si c'est le soir, tu as la traînée lumineuse. Okay. Si tu le mets en mode on ou tu l'actives, alors là, on aurait une traînée lumineuse de voiture. Okay. Mais si je le mets en mode désactivé et que là, il y a du mouvement, lui, il prend ces éléments qui sont en mouvement, il les enlève. Ah bon? Donc, ce qu'ils disent, les gens chez Spec à l'aide, c'est que c'est parfait pour prendre des photos de monuments où il y a beaucoup de personnes, mais tu ne peux pas voir les personnes. Donc, au lieu de prendre la photo, faire un Photoshop. Disparaître les touristes, exact, comme ça, là, exact. Au lieu de faire un Photoshop, ça le fait automatiquement. L'application est super simple d'utilisation. 2,99 sur l'App Store, en promotion pour un temps limité. Oh! Ma cote sur 5, vas-y. 4,5. 4,5. Alors, première cote à vie sur une tasse de tech en passant. Et voilà. Fait que tu mets la barre à un certain niveau. Là. Oui. 4,5. Alors, allez voir ça. Le site web, c'est www.spectre.com. .com. Oh, un nouveau... Et non pas .com. Un nouveau TLD, un nouveau nom de domaine. Extension de domaine, je devrais dire. Eh bien, voilà. Merci Martin. Voilà. C'est un grand moment technologique, mesdames et messieurs, parce que, mine de rien, cette petite image en mortaise, ça nous a pris du temps à la base. Ça demande une certaine manipulation. Peut-être qu'un jour, on fera un making-of d'une tasse de tech. On pourra vous expliquer comment on a fait. Tout à fait. Petite annonce. Je t'écoute. Juste avant qu'on passe au prochain segment. Oui. Techstars AI, ou intelligence artificielle Techstars, est en train de monter sa deuxième cohorte. L'accélérateur qui est à Montréal depuis un an, presque. Oui, exact. Donc, si vous êtes une entreprise en intelligence artificielle et que vous avez besoin de financement et tout, la rencontre des entreprises potentielles se fait le 28 mars ici à la Maison Notman. Donc, allez sur Eventbrite, allez vous enregistrer, regardez Techstars, faites une recherche sur Eventbrite, allez vous enregistrer, puis vous allez rencontrer Bruno Morancy, qui est directeur général de Techstars AI. Du volet montréalais de cet accélérateur qui vient du Colorado, je pense. Hein? Je pense que tu as raison, oui. Ouais, on va suivre ça. Les intéressés, vous savez où aller. Merci Martin. Ben, fait plaisir. On va changer de registre un peu parce qu'on va parler d'un sujet d'actualité technologique qui est un peu plus large que juste technologique, mais qui prend plusieurs facettes parce que au même moment, il y a l'aspect infrastructure, l'aspect même géopolitique, et d'un autre côté, il y a l'aspect produit consommation, produit grand public d'informatique en tout genre, que ce soit mobile, informatique, d'ordinateur, des choses comme ça. Et il est question de tout le temps, à travers tout ça, de la même société, une compagnie chinoise qui s'appelle Huawei. On pourrait aussi parler de ZTE, mais c'est vraiment Huawei qui est ciblé en ce moment, notamment par le gouvernement américain dans l'infrastructure 5G. Oui. Et au même moment où on a ça, où on a ce débat-là, moi, je reçois pour un essai. D'ailleurs, vous pouvez aller voir l'essai, j'ai fait un texte en début de semaine sur le site de Les Affaires, lesaffaires.com. J'ai reçu cet appareil qui est, avec le reflet dans le logo, c'est chic, qui est le MateBook 13, qui est le modèle d'entrée de gamme des portables ultra compacts de Huawei. C'est, si je pouvais faire un parallèle, le MacBook Air pour Windows. OK. Avec écran tactile. Intéressant. Donc, avec Windows 10, processeur i5 ou i7 de la famille des Core, les fameux Core multiprocesseurs d'Intel. Une belle machine qui a pas mal tout ce qu'on veut pour un portable de ce genre-là et qui ajoute, et ça c'est la nouveauté de l'année, c'est le petit lecteur d'empreintes ici, si le reflet le montre bien,
pour l'allumer. Donc, plutôt que d'avoir rentré le mot de passe ou d'avoir la reconnaissance faciale qui n'est pas toujours efficace. Là, Windows Hello, c'est pas 100% précis tout le temps. On n'a qu'à appuyer du doigt et ça nous reconnaît automatiquement. Ça permet de gérer les comptes de différentes personnes, un groupe de famille ou peu importe, dans Windows. Et c'est un appareil qui commence à 1370 $ environ pour 256 Go de stockage. Bref, c'est une belle machine. Beau contact, écran tactile. Il n'y a à peu près pas de cadre sur le moniteur. Ça fait un super bel écran. Format rapport d'écran 3:2. Beau contraste. Bref. Un appareil qui se distingue d'un Surface Laptop, par exemple, de la deuxième génération chez Microsoft. Je parlais aussi du XPS 13 chez Dell, qui est un appareil très, très populaire. Là. Ben, ça joue dans ces eaux-là. Un petit peu moins cher que ces appareils-là. Quand j'en ai parlé sur les affaires, des gens m'ont parlé aussi du fameux Spectre X360 là, de HP. Je suis moins un fan d'HP pour une raison ou pour une autre, mais et surtout, il est beaucoup plus cher. Il commence à 2000 $, donc je peux imaginer que ça peut être un modèle concurrent, mais un petit peu plus coûteux. Donc, ils font des beaux produits. On a parlé l'automne dernier les noms de produits chez Huawei, maintenant ça fait dur, du Mate 20 Pro, qui n'est pas un ordinateur, qui est un téléphone intelligent, qui est le haut de gamme. C'est un peu c'est le Samsung, c'est le Galaxy S10 de Huawei, si on veut, là, qui fait des super belles photos, tout ça. Donc, des beaux produits. C'est du haut de gamme chinois. C'est un concept qui est comme nouveau pour nous. D'habitude, on parle de produits chinois, c'est plutôt bon marché. Mais belle réception. Huawei est devenu, en dedans d'un ou 2 ans, le deuxième plus gros vendeur d'appareils mobiles sans fil au monde après Samsung. Le marché chinois est énorme. Hein? Et le marché chinois aide beaucoup, mais aussi à l'étranger. C'est devenu je pense que c'est devenu le 3e au Canada après Apple et Samsung. Donc déjà, ici aussi, il y a beaucoup de demandes. Donc, belle réception du côté consommateur, du côté grand public. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on entend à propos de Huawei, c'est il ne faut pas qu'ils soient impliqués dans l'intégration de technologies pour les réseaux 5G parce que les Chinois nous espionnent. Tu sais, il y en a eu des nouvelles années là-dessus. Là. Bloomberg avait sorti d'ailleurs qu'il y avait des chips qui espionnaient, puis ces chips-là étaient dans les serveurs de chez Apple, de chez Amazon et tout. Partout. Ça avait été démenti. Là, le gouvernement américain, ils sont après Huawei. Et il y a un exécutif de Huawei qui avait été... il y a Mme Wang qui a été arrêtée à Vancouver pendant la période des fêtes. Et là, qui est en cours à poursuivre le gouvernement canadien parce que, évidemment, le gouvernement canadien est pris entre les États-Unis, qui est un allié depuis toujours, et une entreprise chinoise qui est clairement une entreprise qui est impliquée déjà dans le développement de réseaux 5G au Canada. Et il y a vraiment justement 3 angles à ce débat-là. Il y a le développement des réseaux 5G. Les gens souvent qui suivent ça d'un œil plus ou moins distrait se demandent c'est quoi la 5G? C'est vraiment le passage du sans-fil à une technologie qui est comparable à ce qui s'est passé quand on est passé de l'Internet à la maison par modem téléphonique à la haute vitesse. Donc, on va passer vraiment à un nouveau degré de développement mobile. On dit souvent que le 3G et la 4G, le 3G, c'était pas mal au même moment qu'au Canada, on a vu le premier iPhone arriver. Là. On a vraiment vu la naissance de l'économie des applications. Donc, avant ça, il n'y avait pas d'App Store, il n'y avait pas les Airbnb, tout ça, ça n'existait pas. On a créé vraiment une nouvelle industrie autour des applications mobiles, puis c'est vraiment une industrie en croissance depuis 10 ans maintenant. Donc, la 5G, ça serait la prochaine version de ça, mais avec des applications dont on ne sait pas encore quelle sera la nature. Il y a 2 choses. La bande passante va être extrêmement large, donc on va pouvoir avoir beaucoup d'informations livrées à des mobiles très rapidement. Et la fameuse, on en parlait en réalité virtuelle tantôt, la latence, donc le temps que ça prend pour qu'un signal se rende d'un bout à l'autre d'une communication sur le réseau va être très court. Idéalement, quelque chose comme 10 millisecondes. Dans la vraie vie, ce ne sera pas ça avant plusieurs années, là, mais c'est quand même ça l'idée. À tel point qu'on pourrait avoir des applications de robotique à distance où on pourrait prendre le contrôle à distance d'une voiture autonome, par exemple, à la place du conducteur. Et ça permettrait de la conduire comme si on était dans la voiture. Fait que c'est un peu ça la théorie de la 5G. Parce que tu ne veux pas en temps-réponse, si la latence est énorme, puis là, tu es dans une voiture, la lumière tombe rouge, tu ne veux pas le savoir 2 minutes après. Exact. Mais ça, c'est là, j'ai poussé... un accident c'est ça. Tu veux pouvoir éviter à distance. Bon, puis on peut imaginer l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça peut émerger à partir de ces technologies sans fil-là. Il y a plein de questions sur l'attribution des spectres aussi, puis tout ça, là, mais ça, c'est une autre question. Mais pour créer ces réseaux-là, ça prend des nouvelles antennes, ça prend des nouveaux signaux, ça prend un paquet d'affaires au niveau de l'infrastructure. Et un énorme investissement. Exactement. Et la compagnie, l'équipementier le plus avancé par une grosse marge, c'est Huawei. Partout dans le monde, là, il y a Ericsson, il y a Nokia, il y a Intel, Qualcomm participe de certaine façon, là, mais les gros, il y a vraiment Ericsson, disons, puis Huawei.
Et le plus avancé, c'est Huawei. Oui. D'où l'intérêt d'avoir ce partenaire-là dans le déploiement pour les réseaux, les fournisseurs de réseaux qui sont pressés. Puis là, en Allemagne et en Europe, on est plus pressés qu'ici. En Asie, on a déjà commencé des tests. On a eu quelques tests au Canada. TELUS est un partenaire de Huawei. TELUS a ouvertement dit que non, nous, on veut que ça continue d'être, que Huawei continue d'être présent au Canada. Des experts indépendants pensent que ça peut coûter à peu près $1 milliard de retirer Huawei déjà maintenant, même s'il n'y a pas de 5G encore en place, de ce déploiement-là. C'est aussi un avantage compétitif, Alain, parce que TELUS est avec Huawei, puis Rogers est avec Ericsson, donc... Exactement. Bon, même Ericsson, en fait, dit, regarde, à un moment donné, il va falloir qu'on décide. On installe les réseaux qu'on installe, on fait un test de sécurité, puis après, on arrête de poser des questions parce que ça finira jamais sinon. Face à tout ça, le gouvernement américain est celui qui essaie de décourager ses partenaires d'utiliser la technologie Huawei en prétextant qu'il y a des enjeux de sécurité. Oui. Et là, évidemment, en 2019, on pense États-Unis versus Chine, on pense Donald Trump, donc on se dit que c'est certainement dans la stratégie politique du président américain. Mais la question de la sécurité par rapport à l'équipement de Huawei remonte à 2013 au niveau des agences de sécurité américaines. Donc c'est bien avant M. Trump, c'était même dans le temps de Barack Obama, qu'on soulevait des enjeux, des questions par rapport à ça. Et ça remonte à si loin parce que, justement, il y a toujours une proximité. C'est quasiment plus culturel qu'autre chose entre les entreprises, les grandes entreprises chinoises et le gouvernement chinois. Ouais. Et c'est pas tellement prouvable, tellement que susceptible de se produire, c'est-à-dire qu'une compagnie chinoise pourrait être plus ou moins forcée par le gouvernement chinois de livrer ses informations confidentielles ou de livrer un accès à sa technologie à un opérateur gouvernemental, que ce soit un espion ou pas. L'affaire, et ça reste très hypothétique, mais l'affaire, c'est que ça se peut et que c'est probablement déjà arrivé même au Canada parce que avant que la bulle éclate en 2002, on avait une des plus belles compagnies technologiques à Montréal et à Ottawa qui s'appelait Nortel. Oui. C'était avant Norton Telecom. Norton Telecom. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Vraiment pas. Et jusqu'à il y a 6-7 ans, il y avait des anciens dirigeants de Nortel qui avertissaient même le gouvernement canadien, en fait, et le reste de l'industrie sur les dangers d'adopter des technologies chinoises dans le sans-fil parce que, avant que Nortel connaisse la fin qu'elle a connue, il disait ouvertement qu'il s'était fait voler la technologie, s'était fait voler de la propriété intellectuelle par Huawei et que ça a permis à Huawei de devenir le géant industriel qu'il est rendu aujourd'hui. Donc, il y a une valeur politique, il y a une valeur de développement et de R&D actuelle et il y a aussi cette espèce de passé-là que traîne Huawei qui peut embêter les gens qui ont la mémoire de cette époque-là et qui regrettent encore d'avoir investi dans Nortel. On en parlait à l'époque, c'était la question des gens, tous ces gens qui avaient Nortel dans leur fonds de pension, dans leur REER, des choses comme ça, et qui ont perdu beaucoup d'argent. Ils l'ont trouvé moins drôle. Et je ne sais pas si ces gens-là s'en rappellent, mais une partie de la débâcle est probablement due à cette émergence d'un nouveau rival chinois qui était Huawei à l'époque. Donc, tout ça mis ensemble, là, ça vous dresse le portrait de la situation par rapport à Huawei dans le développement de la technologie 5G. Et ça explique pourquoi il y a tellement de remous dans ce marché. Il y a des réserves qui varient d'un pays à l'autre. Les États-Unis sont extrêmement, en anglais, on dit vocal, sont très affirmatifs, mais ils n'avancent toujours pas de preuves concrètes que c'est vraiment une menace. Donc, l'enjeu se joue là. Le Canada prend une position attentiste par rapport à ça. De toute façon, on ne sera jamais les premiers à avoir le réseau 5G déployé au Canada, ce qui n'est pas plus grave. La position est pas bête quand on parle aux experts parce que, par exemple, en Angleterre, il a déjà été annoncé qu'il allait y avoir une enquête très sérieuse sur la technologie de Huawei pour savoir si justement c'est sécuritaire ou pas. Donc, il va y avoir une décision qui va être prise là-bas et qui va être évidemment publiée. Donc, on pourra réagir à ça. Et ce qu'on voit ailleurs en Europe, c'est qu'en Allemagne, ils ont décidé de pas se poser de questions. Ils lancent les appels d'offres pour la technologie 5G et Huawei peut appliquer. ZTE aussi, qui est une autre compagnie chinoise, peut appliquer. Ils ne font pas de différence et ils ne font pas de limite. À l'inverse, en Norvège, on a décidé de non, nous on y va avec, ou au Danemark, je crois, on y va avec Ericsson, peu importe. Donc, il y a vraiment différentes positions qui se prennent. Le Canada est toujours attentif là-dessus. Je pense que c'est une sage décision tant qu'à moi. Il n'y a pas d'urgence. Il y a encore quoi? On a un horizon de 3-4 ans avant que la 5G soit déployée vraiment de façon très, très générale. Là. Donc, très étendue, oui. C'est bien de voir en ce moment qu'il y a un intérêt puis qu'on se prépare à justement cette évolution-là, mais qu'il n'y a pas de décision prise trop rapidement. Donc, soyons patients. Je pense que c'est un peu ça la conclusion de l'affaire. Mais en attendant, ben, vous voyez un peu la question. C'est une question qui n'est pas simple finalement. C'est pas simple. Et qui méritait d'être expliquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois au niveau consommateur que Huawei rentre beaucoup. Tu
sais, il y a des téléphones mobiles, là, Voilà. tu arrives avec un portable, et donc il arrive beaucoup au niveau consommateur pour éveiller les gens. Ah, c'est une compagnie qui existe. Parce qu'il y a 2 ans, Huawei, on ne connaissait pas ça du tout. Là. Au niveau grand public, non. Au niveau consommateur, c'était pas très connu. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas des mauvais produits. Puis Android est un système d'exploitation connu. Google sécurise sa plateforme, donc à ce niveau-là, il y a ça. Au niveau grand public, c'est pas un enjeu de sécurité très grave. De toute façon, Android et Google nous pistent déjà de très près. Au niveau du portable, il y a probablement des enjeux de sécurité, mais si votre organisation a des politiques TI et elles sont tolérées par votre ordinateur et votre gestionnaire TI tolère l'utilisation d'un appareil Huawei, c'est donc conforme à la politique de l'entreprise. Ouais. Il n'y a pas de raison de ne pas pas de considérer raison, ces exact. produits-là au niveau grand public. Au niveau structure et technologie, bien évidemment, si vous travaillez pour le FBI ou la NSA ou leur équivalent canadien, probablement que vous n'aurez pas un produit Huawei. Peut-être pas, non. Ce qui est quand même assez légitime. Je pense que ça fait le tour de la question. Donc voilà, si vous aviez besoin de savoir c'est quoi Huawei en 5 minutes, on vient vous faire le tour. Pas mal quand même. C'est quand même bien. Satisfait. Oui. On prend une petite gorgée de café. Voilà, une tasse de tech. Ça ne fait pas une tasse de tech pour rien. Non. Et on va complètement changer de registre. C'était une grosse semaine cette semaine pour Apple aussi. Je pense que depuis lundi, ou Tous les peut-être même jours. dimanche, Tous les jours. tous les jours, il y a eu un communiqué qui annonçait un nouveau produit. Ça a commencé avec les nouveaux iPad Air et iPad mini. Après ça, il y a eu le nouveau iMac, qui est une belle machine, mais qui n'est toujours pas donné. Hein. Non. Et hier, il y a eu les nouveaux AirPods, avec chargement sans fil. Puis ce qui est intéressant des AirPods, c'est que l'annonce a été faite par communiqué de presse, oui, mais elle a aussi été faite via un tweet de Tim Apple ou Tim Cook. Ah oui? Avec, j'ai manqué ce tweet. Tu as manqué ce tweet. C'est un iPad mini sur lequel il dessine avec un crayon l'image des AirPods. Oh, c'est comme un double, Ouais. un coup double, là. Ouais. Ah, c'est subtil, Donc ça a été lancé beaucoup, puis il y a plein de monde qui ont repris cette image-là sur Twitter, puis qui en ont fait un mème, puis qui ont dit, OK, mais je vais dessiner le AirPower, fait que je vais avoir l'espèce de tablette. Le pavé de chargement, oui. Le pavé de chargement, donc c'est assez C'est bon, intéressant. ça. Ouais, c'est assez intéressant. AirPods qui ont été annoncés, c'est la deuxième génération, en fait, des AirPods, même si visuellement, ils ne changent absolument pas. Ils ont aucun changement au niveau de la qualité sonore ou quoi que ce soit, au niveau de la lecture musicale. Évidemment, ils disent qu'ils ont amélioré le processeur pour l'élimination du bruit. On peut parler avec Siri directement. Pas de petites améliorations comme celle-là, mais pas d'annulation, d'insonorisation, pardon, le fameux noise cancelling. Mais moi, allez, je mettrais pas d'autres versions non plus. Je mettrais un bémol là-dessus. On sait qu'il y a une conférence qui s'en vient la semaine prochaine. Oui. Là, ils ont fait ces annonces-là. Si vous désirez acheter les nouveaux AirPods, moi, je mettrais peut-être le pied sur le frein. Puis j'attendrais de voir s'il n'y a pas AirPod 2 qui arrive la semaine prochaine. Ah oui, ben c'est ça, parce qu'il y a des rumeurs, puis c'est toujours ça l'affaire avec Apple, c'est qu'on peut juste se fier à des rumeurs. Mais il pourrait y avoir des casques. Est-ce que ça va être des casques Apple ou ça va être des casques peut-être Beats ou on ne sait pas? Hein? On ne sait pas. Mais on n'est pas loin. C'est pas comme si la conférence était dans un mois ou dans un mois et demi. C'est lundi. Alors, bon point. Attendez, voir ce qui va sortir. Surtout que là, les nouveaux AirPods, ils ne seront pas livrés avant la fin de la semaine. C'est sûr que vous pouvez les commander, vous pouvez les canceller s'il y en a un nouveau modèle. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de sauter sur l'offre maintenant. Là. Est-ce que tu es prêt à te mouiller et dire qu'il va y avoir d'autres écouteurs lancés lundi? Moi, je pense pas qu'il va y avoir d'autres écouteurs lancés lundi. C'est ça qui est ça? Je pense, ça, c'est mes prédictions, mais en ce moment, mes prédictions sont... Je suis zéro en Ah, pour vrai? T'as pas une bonne lancée? Toutes mes prédictions sont mauvaises. Ben, je suis un peu d'accord avec toi parce que toute la quincaillerie qui pouvait être annoncée a un peu, plus ou moins été annoncée cette semaine. Je veux dire, s'il y avait d'autres choses à annoncer, il me semble qu'il l'aurait fait. Ouais. On verra bien. Hein? On a 3 jours pour spéculer. On spéculera tant qu'on voudra. Puis, en attendant... Puis ce que j'ai lu, c'est que tout ce qui a été annoncé aurait pu faire partie d'une conférence en tant que telle. Ça aurait pu, ouais. Donc là, si on a déjà tout annoncé ça, c'est sûr que la conférence qui va arriver lundi, c'est vraiment des services. On sait aussi, ce que j'ai su, c'est que le PDG de Goldman Sachs va être à la conférence. Donc, ils vont aussi parler de la carte de crédit Apple, Goldman Sachs et tout. Oh! Donc ça va être là. Wow! Mon Dieu, ça va être plus large que ce qu'on pensait. Ouais. Carte de crédit à Apple. Apple a les moyens d'être sa propre banque, en fait. Effectivement. Donc, il y a vraiment un potentiel là aussi. Wow! En attendant, il y a des produits qui ont été lancés et qui sont physiquement arrivés déjà, et j'en ai un ici, puis c'est d'ailleurs tout ça pour en parler. Nouvelle iPad mini, je vais même enlever le petit étui.
qui conserve exactement la même forme que le iPad mini précédent, essentiellement, mais qui ajoute des choses qui sont invisibles à l'œil nu, n'est-ce pas? Mécanique revampée, le processeur A12 Bionic des plus récents iPhone, un écran Retina qui a plus de pixels et je vais vous ouvrir une application qui est mon coup de cœur de la semaine. Si j'avais à faire ton segment là-dessus, ça serait la mienne. Ça s'appelle... Ah, j'ai aucun cahier ouvert, vous voyez, Nebo. Ça, c'est une application... Nebo, vous voyez, moi, j'écris beaucoup avec nouveau cahier. Je vais le faire bleu. J'écris beaucoup dans des calepins de notes pour prendre des notes quand je fais des entrevues pour le travail, évidemment. Et ce qui va arriver, c'est que je le fais sur du papier. Parce que c'est un beau format, tu sais, un calepin de notes qui s'écrit tout ça. Et je suis gaucher, donc c'est pas nécessairement évident non plus. Et là, j'ai un appareil qui se tient, vous voyez, ça se tient très bien dans la main. Et je peux gribouiller des notes. Je peux dire « Allô, Martin ». Je pouvais si mon pencil serait chargé. Limite de la technologie. Et Nebo, c'est la seule application du genre que j'ai trouvée, va convertir le texte manuscrit en texte informatique. Intéressant. Avec mon écriture, ma calligraphie qui est atroce et médiocre, sans bon sens, et est exacte, est précise à un niveau que je ne croyais pas possible. Donc, c'est la première fois vraiment que je considère un appareil électronique qui pourrait remplacer un calepin, tu sais, un crayon à mine et un calepin de notes en papier traditionnel. Donc, pour moi, ça, c'est un gros plus. Évidemment, petit format, écran de 7,9 pouces, plus gros quand même que ton iPhone, plus gros qu'un iPhone substantiellement. Là, pour les gens qui se demandent, oui, mais un gros téléphone, un fameux phablette, si on le présente, vous voyez la différence. Il y a quand même beaucoup d'écrans autour. Là. Fait que ça fait un bel appareil qui est vraiment plus large. C'est une tablette dans le grand spectre des choses iOS, donc qui a la version tablette des applications d'iOS. Donc, qui va chercher cette espèce de formation additionnelle qu'on ne trouve pas toujours sur le format téléphone. Permet de gribouiller, va très vite au niveau de la réaction à cause du processeur et ajoute, à cause de cette vitesse-là, l'empreinte digitale, le fameux Touch ID, fait très bien aussi, réagit très vite. Donc, c'est... les gens vont dire, oui, mais c'est pas le Face ID des appareils plus récents, mais c'est pas bien grave. À la fin de la journée, tu veux que ça soit précis et rapide, puis c'est ce que ça fait. Bien, j'allais dire ça. Je trouve que j'ai été un peu surpris de voir qu'il y avait encore un cadre sur l'iPad mini. J'aurais pensé qu'il y aurait adopté la nouvelle façon, parce que c'est l'écran qui fait toute la superficie, puis que c'est Face ID seulement. Là, on voit un iPad mini qui ressemble peut-être à une ancienne version d'iPad. Je peux vous l'ouvrir encore. Je pense que je ne l'ai pas configuré sur mon... Bien, évidemment, ça n'a pas changé du format. Je pense qu'il y avait une volonté, et c'est rare et c'est étonnant, donc on va le souligner. Il y avait une volonté de conserver le même format pour les accessoires, pour la compatibilité avec les trucs les plus anciens. D'ailleurs, on a gardé la première génération du Pencil et non pas la nouvelle. Parce que, évidemment, les gens qui ont déjà le nouveau Pencil ne vont pas revenir à iPad mini, ils vont garder leur iPad Pro qui a coûté une fortune. Et l'autre truc, c'était ça aussi, il y avait une volonté de garder ça abordable parce que les derniers appareils d'Apple ont été lancés, puis ces appareils haut de gamme, des appareils qui sont très chers, les nouveaux iPhones sont très chers, les nouveaux iPad Pro aussi sont très chers. Donc là, on arrive avec un appareil qui est 399 US, ça revient à 530 canadiens pour le modèle d'entrée de gamme, ce qui est plus raisonnable que si on avait commencé à 700 ou 800 $. À ce prix-là, on a, à 530 $, on a la version de base avec 64 GB d'espace de stockage interne et que du Wi-Fi. Il faut payer un petit peu plus cher, il faut arriver justement entre 7 et 800 $, c'est là où on a l'appareil avec plus de mémoire et pour ceux que ça intéresse, l'édition Wi-Fi et LTE. LTE. Mais t'as pas le Pencil, puis t'as pas le... Là, il faut acheter le Pencil. Fait que, probablement que pour 1000 $, et là, ça commence à être plus cher, on a quelque chose qui est comme vraiment plus polyvalent. Mais même de base, écoute, l'affaire avec l'iPad mini, c'est que c'est un appareil familial. On peut aussi le refiler aux enfants, puis il n'y a pas de casse-tête parce qu'on sait qu'ils vont l'utiliser sans qu'on craigne de le briser ou quoi que ce soit. Et puis, pour la LTE, c'est plus cher pour avoir la petite fente pour mettre une carte SIM, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un accès avec la fameuse eSIM d'Apple. Donc, on peut, pour les gens qui sont vraiment à crack, ils peuvent avoir 2 connexions cellulaires en même temps sur iPad mini, ce qui est, à mon avis, pas vraiment nécessaire, mais ça permet aussi d'avoir le eSIM fonctionnel, même si on n'a pas une SIM dedans, pour si on voyage beaucoup. Les gens qui voyagent beaucoup vont vous le dire. À l'hôtel, le Wi-Fi, ça coûte quand même 10 ou 15 $ par jour pour avoir une connexion tout court, là, et la qualité de la connexion est souvent extrêmement discutable. Donc, ça revient peut-être même moins cher d'avoir la LTE dans sa tablette et de payer pour cette espèce de forfait à 30 $ pour 30 jours qui donne, mettons, 2 ou 5 GB, dépendamment des pays, et qui va coûter moins cher, qui va être plus fiable que la connexion d'un hôtel. Fait qu'il y a comme une espèce de compromis, et c'est évidemment de la mobilité extrême, mais pour un certain public, ça peut être intéressant de le considérer comme ça.
fait que tout ça mis ensemble, ça fait un très bel appareil. Moi, personnellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas touché à un iPad mini. Il y a eu des tablettes, j'ai eu des tablettes Windows, il y a eu des tablettes de Google, le Pixel Slate, qui est passé comme une étoile filante. Là. Je ne sais même pas si Google en a vendu tellement qu'ils n'en parlent plus tellement. Et on vient toujours à ces produits d'Apple qui sont évidemment dominants dans ce marché qui est dominé, mais qui n'est pas exclusif à Apple, mais qui est quand même, qui illustre bien la situation. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, 5 versions d'iPad chez Apple maintenant, et elles répondent chacun à un créneau du marché. On ne se le cachera pas, l'iPad et les tablettes sont en perte de vitesse depuis des années. C'est vrai. J'ai hâte de voir si les appareils, cet iPad mini-là et l'iPad Air, qui est une version un petit peu chère, à 650 $, je pense, pour la version de base, vont relancer le marché, mais pour les gens qui avaient un iPad mini ou un iPad avant, qui sont un petit peu, ils trouvent un peu lents et qui ont vraiment développé l'habitude d'utiliser une tablette, c'est un beau remplacement, il n'y a aucun doute là-dessus. Intéressant. Je ne sais pas si Steve Jobs aurait été un fervent d'un iPad avec un crayon. Steve Jobs n'aimait pas beaucoup ça. Il a déjà dit que lui, il ne voyait pas ça dans ses choses. Faut dire qu'il y a 10 ans, un stylet sur une tablette, c'était pas ce que c'est rendu aujourd'hui en termes de précision et de raffinement. Même sur les téléphones comme les Galaxy Note, le stylet a beaucoup progressé. Même sur les appareils Windows 10, en fait, la qualité de l'écran tactile n'est vraiment pas ce qu'elle était sur les premiers tablettes PC. C'est vrai. Il y a une quinzaine d'années, qui était atroce, qui expliquait le dégoût et le désintérêt d'un gars comme Steve Jobs par rapport à ça, parce que ça ne marchait pas comme c'était annoncé du tout. Ou rappelle-toi du Message Pad, de Newton Message Pad. Oui, exact. Ça aussi, c'est un truc qui n'a pas très bien marché. Donc, on va voir les prochains chiffres dans quelques mois, en fait, les chiffres trimestriels d'Apple, après avoir mis en marché tout ça, mais je regardais d'ailleurs, c'est ça, il y avait toutes les critiques sont sorties ce matin par rapport au iPad mini et je pense que c'est pratiquement unanime, les gens sont vraiment satisfaits de ce qui a été présenté. Donc c'est disponible maintenant, Alain? Ou... disponible maintenant sur évidemment l'écosystème de boutiques en ligne et en personne d'Apple. Ça se configure très bien en ligne, offert en 3 couleurs, dont un très beau or rose. Pour tous les goûts, quoi. Vraiment. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes rendu là dans vos achats. Ce qui est le fun, je l'ai ici, justement, je vais vous le montrer. J'ai trouvé ça dans ma boîte de vieux gadgets. J'ai un clavier Bluetooth qui remonte à une époque où ces affaires-là étaient pertinentes. Oh! Et je l'ai configuré. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et là, j'ai comme une espèce de micro portable. Donc ça, je pense que je vais m'amuser avec ça dans les prochaines semaines parce que il y a tellement plus de place dans les avions que travailler en avion, c'est compliqué, mais ça a l'air comme assez compact pour fonctionner. Fait que ça va être le fun d'essayer. Mais est-ce que tu peux avoir aussi l'étui qui, quand il est déplié, devient un clavier? Est-ce qu'il y a ça pour l'iPad mini? Ben t'en parles bien, tu fais bien d'en parler parce que ce fameux clavier étui qui était sur l'iPad Pro de génération précédente est compatible avec le nouvel iPad Air. Qui a été annoncé. Et il y a d'ailleurs un nouveau clavier qui est aussi le même, en fait, qui est prolongé là, pour ce nouvel iPad-là. Mais pas pour l'iPad mini. Donc, l'iPad mini, c'est vraiment un appareil qui est conçu comme pour de la consommation de médias, si on veut, de la prise de notes manuscrites, point de vue d'Apple. Mais vous voyez, ça marche avec un clavier Bluetooth, si vous voulez un petit écran comme ça. Avec un truc comme Word mobile là-dessus, avec Office 365. Tu peux écrire des romans? Écoute, si vous êtes mal pris, vous avez besoin d'écrire un texte de 700 mots vite, là, ça peut se faire. On dit ça comme ça. Ça fait le tour, ça, Martin, je pense. Ça fait le tour, Alain, oui. Oui. Merci d'avoir été là cette semaine. Merci à toi. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on a un invité. On revient à notre formule classique. On a un invité qui va être assez intéressant parce que c'est un ancien de Théo Taxi. Oui. On a appris la semaine dernière que Théo Taxi, qu'en fait, que l'équipe de développeurs qui faisait toute l'équipe technologique, d'applications et d'infrastructures derrière le service de taxi là, avait été réembauchée par une compagnie irlandaise qui s'appelle iCabby, qui fait une espèce d'outil de gestion de parc de taxi et qui va pouvoir intégrer l'équipe et qui a du même coup annoncé son arrivée à Montréal. Finalement, leur bureau nord-américain va être installé à Montréal, un peu grâce à cette transaction-là. Donc, on va avoir le nouveau directeur Monsieur Sekavat qui va être là. Yasha Sekavat qui va venir nous parler un peu de ça. C'était vraiment méconnu tout ce qui était fait derrière les taxis, dans le fond, de Théo, parce qu'il y avait beaucoup de il y a beaucoup de technologie en arrière de ça. De l'intelligence artificielle, il y avait beaucoup de choses qui pourraient être récupérées pour la gestion de parcs de véhicules. Ils vont nous en parler plus en détail. Et puis, on va revenir évidemment sur la conférence d'Apple en début de semaine. On aura probablement de quoi jaser là, pour voir qu'est-ce qui a été présenté puis qu'est-ce qu'on en pense, tout ça. Donc, on vous invite à revenir nous voir jeudi prochain, même heure, même poste, lesaffaires.com. Vous venez faire un tour de Café Osmo, il n'y a aucun problème. On va être ici. Et ils ont du café. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne sur YouTube,
Et sinon, effectivement, youtube.com/une tasse de tech, on est là. Sur la page Facebook Live du Journal Les Affaires. Suivez-nous partout, les affaires, exactement. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Donc, vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.